Plongeons dans les mystères de la biologie médicale en service transfusionnel. Aujourd'hui, nous allons développer un rapport avec les tests de compatibilité. Avant d'effectuer une transfusion sanguine en milieu hospitalier, avant de faire sortir un produit biologique, n'est-ce pas? Quand on parle de produit biologique, on parle ici de notre produit qui est la poche de sang. Cette poche de sang qui peut avoir plusieurs types de composants en fonction du produit labile. Quand on a détaillé, on peut avoir un concentré de globules rouges, un concentré de plaquettes, un concentré de plasma et plusieurs autres types de produits sanguins labiles. Ok, voilà. Et c'est donc dit, nous allons donner quelques règles et consignes à respecter afin d'éviter une incompatibilité transfusionnelle. Et par-dessus tout, nous allons mieux donner l'orientation. Que faut-il faire en cas de tel ou tel type de réaction selon le type de test de compatibilité? Nous avons deux profils, la compatibilité majeure, ok, et la compatibilité mineure. Vous devez savoir quelle conduite vous devez respecter quand vous avez une réaction qui peut ou pas signaler une probable non-conformité. Ou alors, après la transfusion, on peut avoir des réactions post-transfusionnelles. Et pour éviter des réactions post-transfusionnelles ou alors pendant la transfusion, nous devons veiller à bien réaliser ces tests de compatibilité en laboratoire ou en unité de transfusion de sang. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne, nous vous formons, nous vous édifions à travers des orientations pour votre bien-être quand vous êtes de la communauté, pour votre qualité si vous êtes en formation, et ceci toujours pour nous rapprocher de nos patients, pour être toujours plus près de ceux-là qui comptent sur nous, ceci afin d'assurer l'orientation et le bien-être et par-dessus tout la santé. Allons-y dans le vif de notre contexte. C'est quoi un test de compatibilité? En unité de transfusion sanguine, c'est un examen que nous effectuons de façon systématique avant de faire sortir une poche de sang ou alors un produit sanguin labile. Ok. Le test de compatibilité est une réaction, n'est-ce pas, que nous réalisons. Le plus souvent un test érythrocytaire et parfois sérique, selon le type, qui va nous permettre de mettre en évidence, autant pour moi, au travers d'une réaction macroscopique d'agglutination antigène-anticorps, qui prend place, n'est-ce pas, dans une précipitation entre le sérum ou le plasma du sujet qui va être transfusé et le sérum ou le plasma, voire même le concentré érythrocytaire de la poche qui sera transfusée. Okay? Voilà en quelque sorte cette définition qui définit les tests de compatibilité. Parce que ici, les deux examens doivent mettre en avant la signification qui nous dit oui, cette poche de sang est compatible avec ce patient. Okay? Le sang du donneur est compatible avec celui du receveur, vous pouvez transfuser. Et c'est un palier très important. Nous allons détailler palier par palier. Commençons d'abord par le test de compatibilité majeur. Okay? Le plus souvent, on parle de cross-match. Maintenant, toi qui réalise des fois des transfusions en salle, ça peut être une infirmière ou tout autre professionnel de la santé ou médecin. Vous allez effectuer un cross-match avant d'effectuer la transfusion. Le plus souvent, vous devez même faire un test sanguin, n'est-ce pas, des groupes. Vous devez grouper la poche et le patient pour les méthodes de Bett-Vincent, n'est-ce pas? Si c'est la première fois que vous entendez le terme Bett-Vincent, c'est une méthode pour le groupage sanguin très courant et beaucoup sont déjà en mesure de réaliser cette technique. Vous pouvez également aller regarder notre vidéo qui parle, n'est-ce pas, des techniques
de la technique du groupage sanguin. Dans cette vidéo, nous avons développé les deux méthodes courantes, la méthode de Bette-Vincent et la méthode de Simonin. Nous avons donné tous les détails qui tournent autour de ces deux méthodes. Mais alors, revenons donc dans l'aspect direct, concret du cross-match. Chez nous en laboratoire, nous parlons des tests de compatibilité majeure et mineure. Débutons donc avec le test de compatibilité Débutons donc, autant pour moi, avec le test de compatibilité majeure. Le test de compatibilité majeure ici est techniquement et dans la réaction même en laboratoire, on va mettre en évidence le plasma ou le sérum du sujet, le receveur qui va être transfusé, avec le culot de sang de la poche à transfuser. Ok? Nous mettons le plasma ou le sérum du patient à transfuser avec le concentré érythrocytaire ou alors les globules rouges de la poche à transfuser. Et puis, nous allons observer le type de réaction qu'on peut avoir. Ok? Le test de compatibilité majeure a une raison qui justifie son caractère de majeur par rapport à celui qui est mineur. Quand vous réalisez votre test de compatibilité majeure en laboratoire, si le plasma ou le sérum du patient que vous allez transfuser réagit avec les hématies de la poche à transfuser, le degré de la réaction peut varier selon le profil. Nous avons des réactions d'agglutination sur plaque. Si c'est le groupage sanguin sur plaque que vous réalisez en laboratoire, parce qu'il existe une autre méthode de groupage sanguin, la méthode en tube. Il existe également la méthode sous automates. Mais dans le contexte de cette vidéo, nous allons parler de la méthode sur plaque. S'il y a réaction entre les globules rouges de la poche à transfuser et le plasma du patient qui va recevoir la transfusion, vous devez lever le premier palier d'urgence. On stoppe la sortie et on doit comprendre pourquoi nous avons une réaction à ce niveau. Qu'est-ce qui induit la réaction entre ces deux composants? En temps normal, déjà, je tiens à préciser que quand vous réalisez les tests de compatibilité, il ne doit pas y avoir de réaction d'agglutination. Et je vais prendre la peine de présenter c'est quoi une réaction d'agglutination. N'est-ce pas? Dans les techniques d'agglutination en laboratoire, nous avons celles qu'on appelle les héma-agglutinations. Les agglutinations qui mettent en évidence le globule rouge. L'agglutination ici décrit cette prise de masse de particules qui prend forme par agrégat des globules rouges par suite de réactions antigènes-anticorps qui vont précipiter sur la plaque. Nous allons voir ces agrégats de globules rouges à l'œil nu. C'est ça que vous observez là. Ça, c'est une agglutination. Et le degré peut varier. Voilà en quelque sorte les différents degrés d'agglutination. Elles peuvent être faibles et très fortes. Ok? Très important à comprendre. Maintenant, vous avez compris ce phénomène d'agglutination. En pratique courante, vous ne devez pas avoir de réaction dans un test de compatibilité. Et vu que nous parlons ici de la compatibilité majeure, le tout premier, en cas de réaction, vous devez arrêter et essayer de comprendre pourquoi il y a réaction avant de continuer. Ok. Dans la mesure où nous n'avons pas de réaction sur le test de compatibilité majeure, c'est ok. Nous allons donc faire le test de compatibilité mineure. C'est qui donc le test de compatibilité mineure? Lui, il est également très simple à réaliser. Nous allons mettre en évidence une réaction antigène-anticorps ou alors tenter de mettre en évidence en présence, n'est-ce pas, du plasma de la poche à transfuser, le plasma, le plus souvent, de la poche à transfuser, avec les globules rouges du patient qui va recevoir une transfusion. Cette réaction ne doit pas avoir d'agglutination. Mais alors, si nous avons une agglutination, ça veut dire quoi?
Dans le plasma de la poche à transfuser, il existe potentiellement un anticorps qui a réagi avec les hématocytes du patient qu'on va transfuser. C'est très dangereux. On parle de tests de compatibilité mineurs. Mais vous devez comprendre qu'ils représentent le profil le plus dangereux. En cas de réaction, vous devez stopper et essayer d'explorer pour comprendre la raison. À côté de ces deux tests de compatibilité, qui est le majeur et le mineur, vous devez également associer à ces deux tests des autoréactions ou encore autotests. C'est-à-dire quoi? Vous prenez le sérum ou le plasma du patient à transfuser, vous allez mettre en évidence avec ses propres hématocytes. On appelle ça l'autoréaction. Okay? Et vous allez faire de même avec la poche qu'on va transfuser. On appelle ça des autoréactions. Ces 4 puits réactionnels doivent être réalisés de façon systématique et simultanée pour une ligne test en guise de test de compatibilité. Normalement, dans un profil biologique sans antécédents, nous ne devons pas avoir de réaction ni au majeur ni au mineur. Nous avons présenté déjà la configuration des tests de compatibilité en laboratoire. Okay. Donc, nous avons le majeur et le mineur. Pour présenter un test de compatibilité majeur et le test de compatibilité mineur. Ces deux tests évaluent la compatibilité entre le sang à transfuser et le sang du receveur. La réaction d'un profil, que ce soit de la compatibilité majeure ou la compatibilité mineure, nous oriente à des probables causes. Nous allons essayer d'explorer quelques-unes des causes. Nous allons essayer maintenant d'étudier quelques cas de figure qui doivent vous interpeller. Et vous devez être très vigilant. Nous allons essayer de présenter quelques cas. Et en fonction des cas là, si ça vous arrive, vous devez avoir l'information et la conduite à tenir, n'est-ce pas? Vous devez avoir la conduite à tenir pour surtout ne pas faire sortir un sang qui pourra induire des réactions post-transfusionnelles. Ce qu'il faut éviter en matière d'hémovigilance. Commençons avec le test de compatibilité majeure. On a dit, dans le test de compatibilité majeure, nous mettons en évidence ou alors en contact le plasma ou le sérum du patient qui va être transfusé avec le concentré de globules rouges de la poche à transfuser. Si nous avons une réaction au niveau de la compatibilité majeure, vous devez déjà vous poser une question. De quel type de transfusion avons-nous à faire? Avons-nous une transfusion isogroupe ou une transfusion non isogroupe? Tu vas me demander, c'est quoi donc la différence qu'il y a entre une transfusion isogroupe et une transfusion non isogroupe? La transfusion isogroupe, ici, met en avant la transfusion d'un groupe similaire, d'un groupe sanguin similaire en fonction des systèmes. Dans notre contexte, nous explorons le plus souvent le système ABO et le phénotypage dans les systèmes Rhesus et KELV. Maintenant, vous avez compris le terme d'isogroupe. Je prends un exemple. Nous avons un patient. Le patient est A, Rhesus D positif par exemple. Voilà le groupe sanguin, le phénotype. Nous allons donc transfuser à ce patient une poche de sang qui est également A, Rhesus D, avec l'antigène grand D, positif. Voilà une transfusion isogroupe. C'est-à-dire qu'on transfuse au patient une poche de sang
qui a un profil en matière de groupage sanguin identique. Ok. Maintenant, dans une transfusion non isogroupe, nous allons transfuser à un patient. Par exemple, un patient de groupe A, il va être transfusé un concentré érythrocytaire de groupe O. Ok? À un patient de groupe sanguin B, il peut recevoir un concentré érythrocytaire, n'est-ce pas, de groupe O. Là, on parle de transfusion non isogroupe. Pourquoi? Parce que les groupes des deux sujets sont comment? Différents. Et le profil d'isogroupe, parfois, malheureusement, n'est pas complètement exploré dans certains laboratoires. C'est-à-dire quoi? Certaines formations sanitaires se contentent du système ABO. Patient O+, transfusion O+, poche O+. Maintenant, à la longue, nous nous rendons compte, pour éviter des réactions post-transfusionnelles, le plus souvent qualifiées en matière d'allo-immunisation. Ne vous inquiétez pas, nous avons employé beaucoup de gros termes. En fin de vidéo, nous allons vous donner des explications pour tous ces termes. Donc, pour donc éviter ces allo-immunisations, qu'est-ce que nous faisons? Nous réalisons autant pour moi des groupages sanguins étendus. On parle plus souvent de phénotypage. Ceci afin de transfuser au patient une poche de sang avec un groupe le plus proche que possible, n'est-ce pas, du profil du patient à la poche. Ok. Maintenant que nous avons compris ça, si nous avons une réaction au niveau de la compatibilité majeure, le plus souvent vous devez stopper et arrêter la démarche. Présentons le profil de compatibilité. Nous avons dit, nous avons 4 puits tests. Nous avons le témoin auto du patient et le témoin auto de la poche à transfuser. Et maintenant, à côté des faits deux témoins, nous avons le puits de la compatibilité majeure et le puits de la compatibilité mineure. Quand vous engagez votre démarche, le plus souvent, nous vous conseillons de laver les hématies de la poche à transfuser avant d'engager la démarche. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez préparé votre culot d'hématie, n'est-ce pas, lavé de la poche à transfuser. Autant pour moi et du patient à transfuser. Vous faites les témoins auto de poche et témoins auto du patient. Si nous avons une réaction en cas de transfusion isogroupe, c'est-à-dire qu'on a par exemple un patient A et une poche de sang A également à transfuser. Donc on a une compatibilité déjà au niveau du phénotype. Maintenant, si nous avons une réaction au niveau de la compatibilité majeure, ok, et absence de réaction au niveau de la compatibilité mineure, n'est-ce pas? Et également l'absence de réaction au niveau des témoins. Vous devez stopper la démarche et éviter de faire sortir cette poche de sang. Vous devez investiguer sur la cause de cette réaction. Une compatibilité majeure met à l'oreille ou met en évidence la capacité du sang du receveur à agglutiner les hématies qui vont être transfusées. Maintenant, logiquement, on doit se poser la question, est-ce que le groupe sanguin a été bien fait? On est d'accord qu'avant d'engager les tests de compatibilité, vous devez d'abord effectuer un groupage sanguin du patient à transfuser et de la poche à transfuser. Ça, c'est logique. Nous n'allons pas revenir sur la démarche du groupage sanguin. Donc, en allant sur la base où les deux groupages sanguins ont été effectués dans les bonnes démarches, n'hésitez pas à regarder une vidéo où nous parlons du groupage sanguin. Ça a été
bien effectué, nous sommes en train de valider un cas de figure des tests de compatibilité. Absence de réaction au niveau des témoins. Absence de réaction au niveau de la compatibilité mineure, mais réaction au niveau de la compatibilité majeure, vous devez arrêter et ce sang ne doit pas être transfusé. Ok? Super. Toujours en cas de transfusion isogroupe. Si maintenant vous avez absence de réaction au niveau des témoins et présence de réaction au niveau de la compatibilité mineure et absence de réaction au niveau de la compatibilité majeure, alors que nous sommes dans une transfusion isogroupe, vous devez également stopper cette démarche et éviter de donner ce sang pour la transfusion. Pourquoi? Si le test de compatibilité mineure réagit, ça veut dire simplement que dans le plasma, n'est-ce pas, de la poche qu'on va transfuser, il y a des anticorps qui peuvent réagir sur les globules rouges du patient qui va recevoir le sang, ce qui est très dangereux. Très dangereux. Et une alternative pour ce cas de figure, si vous êtes en isogroupe, vous pouvez éventuellement donner un concentré érythrocytaire. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans une situation d'urgence, le patient va mourir. On vous dit ça. Le patient a 1 gramme, 2 grammes. Donc le pronostic de vie est de 31 heures maximum. Il faut faire quelque chose. Et qu'on n'a pas trouvé un autre groupe sanguin nulle part et on ne peut plus. Vous allez retirer l'excédent de plasma. Ok? Si dans votre laboratoire, vous disposez par exemple des centrifugeuses pour poche de sang, c'est super, vous centrifugez, puis on va retirer complètement le plasma. Étant donné qu'il y a toujours un plasma résiduel qui reste dans cette poche. Mais au moins là, vous aurez retiré cet excédent de plasma qui pourrait induire cette réaction. Vu que la compatibilité mineure met en évidence la présence d'un anticorps dans le plasma de la poche à transfuser qui peut réagir avec les hématocytes du patient. Okay. Vous comprenez que même si on transfuse, ces anticorps-là vont aller liser encore les hématocytes du malade, ce qui fait qu'après qu'on va faire un contrôle, on ne va pas constater une nette évolution. Okay. Donc, voilà le deuxième cas de figure en cas de transfusion isogroupe. Mais le plus souvent, pas de réaction au niveau des témoins auto, réaction au niveau des tests de compatibilité majeure et mineure, vous stoppez. Si également dans ce troisième cas de figure, il existe vraiment beaucoup de cas de figure, nous ne pouvons pas toutes les explorer dans cette vidéo. Okay? Donc, mettez en commentaire certains cas de figure que nous n'avons pas développés dans cette vidéo. Si maintenant, nous avons absence de réaction au niveau des témoins, je rappelle les témoins. Le témoin ici, c'est quoi? Le témoin auto. Le sang total du patient transfusé qu'on a, n'est-ce pas, retourné sur un puits test. Plasma du patient transfusé et ses globules rouges. Et le témoin auto de la poche à transfuser, plasma de la poche à transfuser et les hématocytes de la poche à transfuser. Si nous avons donc absence de réaction au niveau des témoins, présentons dans le troisième cas de figure. Ce cas de figure se présente comment? Nous avons toujours en cas de transfusion isogroupe, c'est-à-dire que les deux patients ont le même groupe sanguin, par exemple A et A. Okay. Si la réaction, le test de compatibilité majeure réagit, le test de compatibilité mineure réagit, et absence de réaction au niveau des témoins, vous ne transfusez pas ce sang, vous mettez le sang de côté. Okay? C'est la même chose que si vous observez des grumeaux, c'est-à-dire que vous constatez qu'il y a de la graisse, trop de graisse dans la poche de sang. Vous ne faites pas sortir cette poche de sang. C'est-à-dire qu'une poche de sang qui a été par exemple trop surchargée. Okay? Vous ne faites pas sortir cette poche de sang. Parce que les cailloux là vont aller boucher les filtres du transfuseur. La transfusion aura des difficultés à passer. Okay? Il ne faut pas déranger l'infirmière. Okay? Donc, maintenant, en cas de transfusion isogroupe, si vous avez absence de réaction au niveau des témoins, absence de réaction au niveau de la compatibilité majeure et absence de réaction d'agglutination au niveau de la compatibilité mineure,
le profil est compatible et vous pouvez laisser ce sang sortir pour la transfusion. Ok. Voilà 4 cas de figure couramment rencontrés. Maintenant, nous allons parler de quelques cas de figure où il y a réaction, mais vous pouvez transfuser. Quels sont ces cas de figure? Nous avons affaire toujours à une transfusion isogroupe. Maintenant, vous êtes au laboratoire, à l'hôpital. Nous ne sommes plus en banque de sang. Parce que celui qui est en banque de sang, il ne connaît pas le profil biologique du patient qu'on veut transfuser. Il y a 2 différences. Le comportement de celui qui a hérité de banque de sang, il ne sait pas exactement ce qui se passe. Il doit donner du sang compatible. C'est la raison pour laquelle on demande de laver les hématies de la poche ou alors laver les hématies avant d'engager les tests. Et puis on va comparer la validation de ces 2 tests-là avec les témoins. Et plus tard, je vais vous expliquer pourquoi on doit laver les hématies. Le cas de figure donc c'est lequel? Vous êtes à l'hôpital ou au laboratoire, vous avez eu un cas. Le plus souvent, nous avons affaire aux enfants qui ont un paludisme grave. Nous parlons d'un profil par exemple avec une densité parasitaire allant au-delà de 20 000 trophozoïdes par microlitre. Vous êtes au laboratoire, vous avez eu un cas comme ça. La patiente a un taux aussi élevé en matière de densité parasitaire. Maintenant, il a également un profil d'anémie qui peut être sévère le plus souvent. On a 6 grammes, on a 5 grammes parfois, 4 grammes dans les pires cas. Et on doit engager une transfusion. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons déjà logiquement, ce patient présentant un tel profil en matière de paludisme ou d'anxiété parasitaire, son test auto va agglutiner de façon systématique. Et c'est normal, tout à fait normal. Son organisme a des anticorps qui s'attaquent aux globules rouges parasités. Ceci afin de les détruire pour résoudre le problème. N'est-ce pas? Donc, ce patient a des anticorps dus à quoi? Ou alors dû au paludisme en cours. N'est-ce pas? Donc, quand vous allez faire le témoin auto de ce patient, son plasma avec ses globules rouges, il va agglutiner. Et l'agglutination va atteindre des profils vraiment significatifs. C'est-à-dire qu'il y aura parfois prise de masse de particules des globules rouges du patient avec son propre sérum. C'est très important de le savoir. Avec un profil comme ça, quand vous allez engager les tests de compatibilité, si vous avez un profil isogroupe pour transfuser, l'enfant est A, vous cherchez une poche A pour la transfusion également. Le même profil. Si vous pouvez phénotyper, vous allez phénotyper et choisir le phénotype le plus identique. Ok? Mettez en commentaire les termes complexes. On va expliquer davantage dans notre vidéo. Quand vous allez lancer les tests de compatibilité, si vous constatez une réaction au niveau du test de compatibilité majeur et l'absence de réaction au niveau du test de compatibilité mineur, vous devez bien interpréter la situation. Pourquoi il y a réaction au niveau de la compatibilité majeure? Le plus souvent, si vous ne lavez pas les hématies du patient avant de faire les tests de compatibilité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater cette réaction-là au niveau de la compatibilité mineure. Allons d'abord dans le profil où vous avez fait la démarche normale, vous avez lavé vos hématies avant d'engager la démarche. Le plus souvent, avec vos hématies lavées, le test de compatibilité majeur peut présenter de fines agglutinations et le test de compatibilité mineure, absence d'agglutination. Pourquoi? Déjà, la réaction au niveau de la compatibilité majeure est due à quoi? Aux anticorps sériques présents dans le plasma ou le sérum du malade dû à l'infestation ou l'infection en cours.
du fait de l'infection, il existe une grande charge en anticorps dans le plasma du patient. Ces anticorps peuvent potentiellement réagir avec les hématies de la poche à transfuser au niveau de la compatibilité majeure, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez ici que, étant à l'hôpital, le profil clinique du patient importe beaucoup sur la validation des tests de compatibilité. Vous n'allez pas rejeter cette poche que non, ce n'est pas compatible, non. Au contraire, si vous lavez les hématies, vous verrez que vous n'aurez pas de réaction au niveau de la compatibilité mineure et la compatibilité majeure peut avoir des fines agglutinations, mais vous devez transfuser, c'est ça. Pour la simple et unique raison que le patient s'auto-agglutine déjà et de façon massive. N'ayez pas peur, la transfusion va passer. Surtout dans la mesure où vous avez phénotypé. C'est-à-dire quoi? Si vous avez effectué un phénotypage en bonne et due forme, vous avez un sang ISO, ok? Et le patient a un palud par exemple sévère ou toute autre maladie auto-immune ou alors un polytransfusé, vous pouvez transfuser cette poche de sang. Mais maintenant, on a vu dans le cas de figure précédent que en cas d'absence, n'est-ce pas, d'une maladie antérieure, absence de réaction au niveau des témoins auto, vous n'allez pas engager une transfusion pour stopper. Mais dans ce cas de figure, vous pouvez transfuser. Et comment comprendre donc l'agglutination qui peut être présente au niveau du témoin mineur dans ce cas de figure? Les hématies d'un patient mis en contact avec le plasma de la poche à transfuser vont être agglutinés. Pourquoi? L'agglutination ne vient pas forcément des anticorps qui proviennent de la poche à transfuser, non. Vous savez, les hématies du patient, si vous n'avez pas lavé ces hématies avant de lancer la compatibilité mineure, ils peuvent agglutiner du fait que ces hématies sont déjà auto-agglutinées. Ils ont déjà été sensibilisés dans l'organisme de l'enfant. Du coup, la présence de ces anticorps à la surface des hématies va donc précipiter au niveau de la compatibilité mineure. Donc, dès lors que vous avez une réaction au niveau de la compatibilité mineure, contrôlez directement le témoin auto du patient. Et vice-versa. Dès lors que vous avez de la réaction au niveau de la compatibilité majeure, contrôlez directement le témoin auto de qui? De la poche. Parce que, en cas de réaction, vous pouvez pallier en retirant éventuellement le plasma de la poche pour limiter les réactions, n'est-ce pas? Ou alors, chez l'enfant, quand l'enfant ou le patient s'auto-agglutine déjà, vous ne devez pas avoir peur, vous pouvez engager la transfusion. Maintenant, nous avons essayé de détailler quelques cas de figure au niveau des tests de compatibilité. Allons maintenant dans le profil des transfusions non isogroupes. Les transfusions non isogroupes sont le plus souvent réalisées en laboratoire pour pallier à beaucoup de situations. Il y a des situations où on n'a pas le groupe sanguin, mais il y a le sang O par exemple. Injustement, on parle souvent de O donneur universel. Les profanes parlent beaucoup de O. Je suis O, je peux donner à tout le monde. Je sais que cette partie de la vidéo va éclaircir le raisonnement de certains et plonger d'autres dans un océan d'incertitude éternelle, voire même infini. Mais je vous invite à aller lire des manuels et nous contacter pour qu'on puisse vous aider au travers des manuels. Le cas de cette vidéo n'est pas par rapport à cette histoire, ce profil de donneur universel, n'est-ce pas? Dans les transfusions non isogroupes, ça veut dire par exemple, on va transfuser chez un patient A un concentré érythrocytaire O, c'est-à-dire que votre patient A, on va transfuser O. Ou alors, votre patient est B, on va transfuser un sang O. Voire même, votre patient est AB, on va transfuser un sang O. Si vous regardez ce schéma qui présente les règles de transfusion, sachez dès à présent
qu'il y a une particularité dans cette histoire. Dans le schéma des transfusions sanguines, chaque schéma correspond à un produit sanguin labile. C'est quoi un produit sanguin labile? Dans votre sang, là, nous avons plusieurs composants. Quand on assemble chaque composant de votre sang, on obtient ce qu'on appelle un produit sanguin. Et ce produit sanguin devient labile. Pourquoi? Parce qu'il a une durée de stabilité pour être utilisé en matière de thérapie. Ok? Donc, vous avez compris ce qu'est un produit sanguin labile. Et avec votre sang, on peut produire plusieurs produits sanguins labiles. On peut avoir par exemple un concentré érythrocytaire. Ça veut dire quoi? Un concentré de globules rouges. On peut également avoir un concentré de plasma. On peut avoir un concentré de plaquettes. On peut aussi avoir un concentré de leucocytaire et plein d'autres portions. Et chaque concentré, chaque produit sanguin sera administré de façon thérapeutique à un patient selon la pathologie en cours. Chez les patients qui ont un problème de coagulation, par exemple, on peut donner parfois des concentrés plaquettaires. Chez les patients, le patient qui a une anémie, en fonction du type de l'anémie, on peut donner un concentré juste érythrocytaire. Pourquoi? L'hémoglobine se trouve où? Dans les globules rouges. Donc, quel est le composant qu'il faut composer ou alors compenser? C'est les globules rouges pour augmenter l'hémoglobine. Maintenant, chez les patients qui ont été peut-être brûlés, vous savez, les grands brûlés là, quand on a été brûlé, on perd beaucoup d'eau. On est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire là? On va vous donner un concentré quoi? Le plasma, forcément. Maintenant, nous n'allons pas trop entrer dans la clinique, ok? Rentrons dans l'aspect biologique, n'est-ce pas, de ce test de compatibilité. Donc, en fonction du schéma de transfusion, nous avons un produit sanguin labile qui va avec. Le terme transfusion isogroupe, quand il s'agit de transfusion de sang total, nous avons un schéma qui va avec, que voici. Maintenant, quand nous avons la transfusion, n'est-ce pas, d'un concentré érythrocytaire par exemple, nous avons donc un schéma qui correspond à celui-là. Et c'est ce schéma-là qui correspond le plus souvent au profil du donneur O. Certains vont même dire que non, le O+ n'est pas donneur universel, mais c'est le O- qui est donneur universel. Non, 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 non. Pour des profanes, oui, ils peuvent masturber, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'endormir avec ça dans la tête. C'est important de le savoir. Mais pour toi, qui es du corps, rapproche-toi des professionnels pour en savoir plus. Parce que le donneur universel a été défini selon un terme d'orientation. Ok? Il n'existe pas de sang au risque zéro. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu penses que tu es haut et que tu peux donner à tout le monde que ton sang a moins de risque qu'un autre sang. Tous les sangs ont potentiellement un risque. Le risque zéro n'existe pas. Et par conséquent, le donneur universel, tu connais le terme. Donc, nous allons donc pourchasser. Quand on a affaire à une transfusion non isogroupe, ça veut dire que votre patient A est le seul produit sanguin qui est disponible, c'est le sang O. Maintenant, est-ce que vous allez transfuser un sang total O à un patient de groupe sanguin A? Réponds en commentaire. Mais pause et tu réponds en commentaire avant de voir ce que je vais dire. Je suppose que tu as mis pause. Maintenant, allons-y donc pour la suite. Nous vous disons non. Vous ne devez pas faire une transfusion non isogroupe de sang total à un sujet. A contrario, nous devons donner un produit sanguin labile, c'est-à-dire un concentré, selon la demande. Si vous avez un patient de groupe sanguin A, vous devez donner un concentré érythrocytaire de groupe sanguin O. Pourquoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que dans un sang de groupe sanguin O, le plasma de ces sujets contient des anticorps
qui peuvent détruire les hématies du patient A. De ce fait, si vous donnez le sang total contient les globules rouges et le plasma qui a les anticorps. Une fois que vous allez mélanger avec le sang A, les anticorps qui sont présents dans la poche du sang O vont détruire les hématies du sang A. Ce qui fait que après 24 heures de transfusion, si tant est que nous n'avons pas eu des réactions post-transfusionnelles potentiellement mortelles, vous allez constater que le taux de sang du patient n'a pas augmenté. Et à la longue, le patient peut avoir des réactions allergiques et des réactions post-transfusionnelles retardées. Et celles-là sont très dangereuses. Nous vous conseillons d'éviter, pour toi qui es en formation, de faire très attention quand on est en transfusion non isogroupe. Parce qu'en transfusion non isogroupe, nous commençons à donner des concentrés. Et en matière de concentrés, vous ne pouvez pas donner un sang total à un sujet. La transfusion de sang total ne peut fonctionner que dans des transfusions isogroupes. C'est-à-dire quoi? Je donne un sang total à un patient A. Je donne un sang total O à un patient O. Mais quand on a une transfusion non isogroupe, patient A, le sang O, nous devons donner un concentré en fonction de la prescription du médecin. Si le médecin veut augmenter le taux d'hémoglobine, on va donner le concentré érythrocytaire, ok, à ce patient. Voilà la particularité qu'il y a dans les transfusions non isogroupes. Et de façon systématique, dans les transfusions non isogroupes, le témoin mineur va toujours agglutiner de façon systématique. Quand vous faites les tests de compatibilité en matière de transfusion non isogroupe, pas la peine de lancer le test de compatibilité mineur, il va agglutiner. Pourquoi? Notre sang, le plus souvent le sang O, il contient des anticorps immuns naturels, anti-A et anti-B. C'est-à-dire qu'un patient de sang O, vous le savez déjà, il ne reçoit que du sang O. Il ne peut jamais recevoir un sang A ni un sang B. Pourquoi? Dans son corps, il y a des anticorps naturels qui vont détruire ces hématies. Mais maintenant, si toi tu as compris que quelqu'un qui est de groupe sanguin O ne peut pas recevoir un sang A ni B, comment alors toi tu dis que toi qui es O, tu es donneur universel? Comment tu fais ça? Tu sais bien qu'il ne peut pas te donner ton sang, mais toi tu dis que tu peux donner ton sang. Mais pourquoi tu dis que tu es donneur universel? Ok? Et même si tu es de groupe sanguin O, monde, comme certains le disent, les profanes, tu dis que je peux donner mon sang à tout le monde. Mais alors, pourquoi tu le penses ainsi? Il est temps de revoir, n'est-ce pas, nos connaissances et de s'aligner vers ce qui est, n'est-ce pas? C'est très important pour le bien-être de nos patients. Et c'est afin d'éviter des erreurs de formation. Ceci étant dit, vous devez veiller à toutes ces indications quand vous vous engagez dans les tests de compatibilité. Que ce soit le majeur, que ce soit le mineur, vous devez veiller. Dans une vidéo ultérieure, nous allons aborder davantage la particularité de cette démarche. Mettez en commentaire si vous avez appris quelque chose. Okay? Mettez des suggestions pour des alternatives. Et nous en parlerons davantage dans plusieurs cas de figure. Okay? Par exemple, quand on parle d'allo-immunisation, comment est-ce qu'on fait pour mettre en évidence une allo-immunisation? Ce que vous devez également comprendre, c'est qu'en transfusion non isogroupe, l'extraction du plasma suit une certaine règle. Dès lors que vous avez ce genre de profil, même si vous n'êtes pas du corps de la biologie médicale, si tu es une infirmière et que on t'apporte un sang total, tu vois le sang qu'on va transférer de groupe sanguin O et que le patient que tu vas transférer de groupe sanguin A, demandez au laboratoire ou à l'unité de transfusion sanguine de vous apporter un concentré et d'extraire le plasma. Ne l'oubliez pas, vous devez extraire le plasma pour limiter les réactions post-transfusionnelles qui parfois peuvent être légères et voire même mortelles. Je dis ceci, vous devez limiter, n'est-ce pas, ces réactions post-transfusionnelles en demandant à l'unité de transfusion sanguine ou aux professionnels du laboratoire d'extraire
le plasma pour éviter l'extrait, pour éviter toute réaction post-transfusionnelle. Ok? Donc, ceci étant dit, nous avons abordé quelques orientations en matière de tests de compatibilité. À très bientôt, nous en parlerons encore davantage.